sur la conscience morale. Alors, Gabriel m'a prévenu que le son était parfois pas terrible. Faut pas vous inquiéter, et parfois le son va sauter un peu quand je change d'un programme à l'autre, mais en fait ça dure 10 secondes, 20 secondes, et après les choses reviennent normalement. Alors aujourd'hui, on commence le grand 2, critique radicale des valeurs morales. La morale comme maladie. En fait, on va reparler de Nietzsche, qui représente vraiment ici un point de vue extrêmement attendu, extrêmement iconoclaste sur la question de la morale. Vous savez, l'un de ses livres les plus connus s'appelle philosophie à coups de marteau. Sa méthode, c'est la philosophie à coups de marteau. C'est-à-dire que son but, c'est de casser les idoles, hein, c'est-à-dire les fausses divinités, les fausses croyances que les hommes ont mis, que les philosophes ont mis sur la route des hommes. Hein. Et notamment, il y a une de ces fausses idoles, c'est le devoir, c'est la vertu, c'est même l'idée de vérité. En fait, finalement, les idées cardinales de la philosophie depuis Platon sont en gros les cibles de Nietzsche. Hein. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Refus absolu de la notion de devoir, qui pour lui donc est une forme de dégénérescence de l'être humain. L'être humain a dégénéré, l'humanisme est une absurdité selon Nietzsche, c'est-à-dire que c'est l'être humain, le modèle de l'être humain que propose l'humanisme, en fait, que ce soit chez tous les philosophes classiques, hein, et particulièrement chez Kant, qui représente le point culminant, on pourrait dire, à ses yeux, hein, de cette tendance, eh bien tout cet humanisme en fait se trompe totalement sur la nature et le modèle de l'être humain. Lui, ce qu'il attend, c'est le surhomme. L'être humain, je vous l'avais dit, ce qu'on appelle l'homme n'est qu'un pont, un trait d'union vers autre chose, hein, qui doit advenir. Et donc, c'est pas le modèle. Et alors, notamment, en fait, parce que la notion de devoir affaiblit l'être humain. L'être humain s'est entravé de morale, de bien, voilà, toutes ces notions en fait ont fait perdre à l'homme le goût de la vie et de la force. Ah, voilà, c'est ça la thèse de Nietzsche. Alors, on va expliquer tout ça dans le détail. D'abord, pour commencer, petit 1, y a-t-il des antinomies morales? Alors, antinomie, je rappelle que ce soit bien clair qu'une antinomie, c'est donc une opposition, un couple de concepts qui s'opposent terme à terme. Le bien, le mal, le vice, la vertu. Hein. Voilà les antinomies morales classiques. Alors ici, en fait, je vais pas parler de Nietzsche directement, je vais parler plus... D'abord, je vais commencer par parler d'un de ses inspirateurs, à savoir le duc de La Rochefoucauld, François de La Rochefoucauld, qui dans ses... non, comme ça dans les Maximes, qu'il publie en 1680, enfin dans les années 1680, je sais plus la date exacte, commence en fait son œuvre, c'est le frontispice, vous voyez, ici, dans Réflexions, sentences et maximes, vous avez ici un buste de Sénèque dévoilé par un ange qui va montrer la vérité et qui montre en fait derrière le masque impassible de la sagesse l'homme malheureux, l'homme frustré, l'homme en colère. Et la phrase qu'écrit La Rochefoucauld en exergue, c'est la citation la plus célèbre, hein, nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. C'est-à-dire, en fait, que la théorie que développe La Rochefoucauld dans tout le livre des Maximes, hein, c'est que finalement l'intérêt est partout. L'égoïsme est partout et on arrive toujours à donner en fait une allure présentable à nos passions égoïstes. En réalité, cela ne change rien du tout. C'est juste de l'hypocrisie, du mensonge qui anime, voilà, les donneurs de leçons, les exemples de vertu, etc. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que j'avais déjà pris l'exemple de l'honnêteté. L'honnêteté, voilà, une passion qui est très très douteuse, enfin une passion.
apparemment une vertu qui est en fait extrêmement douteuse. Les gens qui font assaut d'honnêteté, de sincérité, qui vous disent bon, écoute, voilà, bon, c'est vrai que je vais te dire quelque chose de désagréable, mais je l'ai sur le cœur et tu sais, moi, quand j'ai quelque chose sur le cœur, je suis tellement honnête, je suis tellement sincère, je peux pas faire autrement. Il faut que j'aille voir les gens pour leur dire immédiatement et de vous jeter au visage toutes sortes de reproches qui seront venus comme ça sous le coup de la colère à un moment donné. Bon, et en fait, sous couleur d'honnêteté, vous voyez, il y a des gens comme ça qui se permettent finalement de dire ce qui ne se dit pas. Enfin, je veux dire, de réagir impulsivement et donc se donner le droit, en fait, de faire fi de toute prudence, de toute honnêteté morale ou intellectuelle pour aller accabler de reproches la terre entière. Bon, alors vous voyez, ça s'appelle l'honnêteté, la sincérité, mais en fait, c'est très clairement se parer d'une vertu pour se donner le droit d'agresser les gens. Hein. Et souvent, c'est l'usage qui est fait de cette histoire d'honnêteté. Je veux dire, en fait, c'est peut-être plus honnête hein, quand on apprend quelque chose de déplaisant sur quelqu'un, quand on a un mauvais sentiment sur quelqu'un, quand on est pris de colère, c'est peut-être plus honnête d'attendre, de donner aux gens le bénéfice du doute, de ne pas juger les gens sur un fait ou sur un fait qu'on nous a rapporté, qu'on a entendu, etc. Hein. C'est-à-dire que parfois, dissimuler, attendre, faire un faux sourire, en fait, se donner le temps de vraiment apprécier, de vraiment juger, c'est peut-être plus honnête que de sauter sur la tête des gens, quoi. Hein. Sauter à la gorge plutôt des gens. Bon, vous voyez en fait ici cette vertu est un prétexte pour faire violence, pour dominer. Et en fait voilà c'est ce que veut dire La Rochefoucauld dans son bouquin, c'est que finalement même quand nous semblons avoir des attitudes désintéressées, c'est une autre forme d'intérêt, de passer pour quelqu'un de désintéressé, de passer pour quelqu'un de formidable, qui est au-dessus de tout cela, etc. Alors en fait, La Rochefoucauld rejoint la critique des fausses vertus que l'on trouvait déjà chez Platon. Alors, le livre, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui, si, pardon. Qu'on trouve dans le Phédon de Platon. Euh, dans le Phédon, en fait, Platon dit quelque chose qui est assez semblable, lui faire remarquer. En fait, vous savez, le Phédon, c'est ce dialogue que Socrate a avec ses amis le jour même où il doit être exécuté. Le bateau de Thésée est revenu de Crète et donc on peut une fois passé ce délai de sacré pendant lequel on n'a pas le droit de mettre à mort quiconque dans la cité, Socrate va pouvoir exécuter sa peine lui-même. Hein. Et donc en fait, il y a tout un dialogue qui s'engage avec ses amis le jour de sa mort sur l'opposition de la vie et de la mort, puisque Socrate veut montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie et la mort et que bon voilà, l'âme est immortelle et que d'une certaine manière Socrate ne meurt pas. Socrate, on en parle aujourd'hui, hein, 2500 ans après. Donc dans le Phédon, il réfléchit à des couples d'opposés, de faux opposés. Par exemple, la peine et la douleur ne sont pas de vrais opposés. La peine et la douleur sont des concepts, des notions qui sont des expériences plutôt qui sont relatives l'une à l'autre. Et de même, les vertus ne sont pas toujours opposées à des vices. Et il fait remarquer que certaines personnes sont courageuses par lâcheté ou tempérante par intempérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être courageux par lâcheté? Eh bien, il fait allusion à cette pratique, enfin, ce sentiment que parfois auront des soldats de s'engager, prendre des risques, non pas par courage, mais par peur de désobéir, par peur de passer pour un lâche, par peur de revenir vaincu chez eux, par peur de désobéir à un chef terrible. C'est-à-dire qu'en fait, parfois les attitudes qui semblent motivées par le courage sont en fait motivées par la lâcheté. De même que les attitudes qui sont parfois motivées par la justice sont en fait motivées par l'injustice, le désir d'injustice. Ou bien des attitudes qui semblent motivées par la tempérance sont en fait motivées par l'intempérance. Boire pas trop, manger pas trop, pour pouvoir en fait boire davantage sur la durée, manger davantage sur la durée. Voilà. Donc ça c'est la fausse tempérance. Et en fait Socrate dans le Phédon, voilà, évoque le cas des fausses vertus. Ces vertus qui sont en fait motivées par leur opposé. Bon, en fait, vous voyez, Nietzsche fait exactement cela, sauf que par rapport à la Rochefoucauld, vous voyez, voilà, Nietzsche il enlève ça.
nos vertus ne sont que des vices déguisés. Par rapport à Socrate, Nietzsche explique que, en fait, il n'y a pas en face des fausses vertus de vraies vertus. Parce que Socrate estime qu'il y a par contre de vraies vertus, hein, que par exemple le courage, c'est, comme on l'a déjà dit plus d'une fois, la force de garder l'opinion droite, quelles que soient les circonstances. Bon, alors pour Nietzsche, en fait, il n'y a pas de vraies vertus à mettre en face des fausses vertus. C'est qu'en fait, tout ce qu'on appelle vertu est de l'ordre de la comédie. De la comédie, je dis ce mot à dessein parce que justement, il y a dans notre littérature quelqu'un qui a vraiment qui en a fait un thème central dans sa pensée, dans son esthétique, c'est Molière. Hein. Et le personnage du Tartuffe représente vraiment pour Nietzsche la quintessence des professeurs de vertu. Tartuffe, souvenez-vous, c'est ce personnage qui, dans la pièce du même nom, est un dévot, un faux dévot, c'est-à-dire que sous couleur de religion, sous couleur de morale, il s'insinue chez les gens, il fait la leçon à tout le monde, il explique ce que c'est que le bien, voilà. En fait, c'est un discours pour dominer. Et finalement, son ambition, c'est de coucher avec toutes les femmes de la maison et de capter l'héritage du maître de maison. Voilà. Donc le faux dévot, en fait, pour Nietzsche, c'est l'essence même du professeur de vertu, du maître de vertu, hein, de celui qui fait la leçon à tout le monde. En fait, voilà, les excès de vice et les excès de vertu philosophie en prépa disait au sujet de Saint Augustin qui est bon, voilà, le père de l'augustinisme, donc d'une philosophie tout à fait radicale et intransigeante, celle qui inspire La Rochefoucauld, celle qui inspire Pascal. Il faisait remarquer, il formulait la chose ainsi: Saint Augustin un jour, Saint Augustin toujours. Saint Augustin, en fait, dans sa jeunesse, il le raconte dans les Confessions, premier livre d'ailleurs du genre autobiographique. Il le raconte dans les Confessions. Sa jeunesse était complètement dissipée et folle. Il a vécu en concubinage avec une femme, c'est-à-dire en fait avec une femme de mauvaise vie, et dont il a eu un fils. Donc c'est amusant, c'est un des pères de l'Église, évêque d'Hippone, mais bon, il avait un fils tout à fait reconnu dont il parle lui-même dans ses œuvres. Et en fait, cette jeunesse dissipée va en fait le conduire à la rencontre de Dieu, et il va se convertir au christianisme et devenir donc vraiment voilà le modèle même du christianisme le plus rigoureux, intransigeant. Voilà, Saint Augustin un jour, Saint Augustin toujours. C'est-à-dire que quand on fait des excès de vice dans sa jeunesse, en fait, il y a un moment où le vent tourne et on se retrouve à faire des excès de vertu dans l'autre sens. Mais finalement, c'est toujours le même tempérament excessif qui se porte à l'un et qui se porte à l'autre. Voilà. Alors, j'avance par-delà bien et mal. Parlons de Nietzsche. Nietzsche, en fait, développe une thèse qui sera constante en fait dans son œuvre, c'est que finalement, ce qui motive ce qu'on appelle le bien et ce qui motive ce qu'on appelle le mal, finalement, ce sont toujours les mêmes pulsions, la même soif de dominer. Hein. Et c'est la thèse centrale qu'on trouve dans le Par-delà bien et mal, 1884, je crois. Alors, son idée, si vous voulez, c'est que en fait, voilà, ce sont toujours les mêmes pulsions, hein, qui donnent lieu tantôt à ce qu'on appelle le vice et tantôt à ce qu'on appelle la vertu. Au fond, ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en fait, la pulsion morale, c'est la pulsion de dominer. Hein. Les faiseurs de leçons ont juste trouvé un meilleur moyen de dominer les autres. Il y a une anecdote qui est très drôle pour faire comprendre ça. Vous savez, comment ça s'appelle, Persépolis, la bande dessinée dans laquelle Marjane Satrapi raconte son enfance en Iran, hein, son enfance et son adolescence en Iran dans le régime des Mollahs, un public islamique, vraiment un régime intégriste, dans laquelle voilà, il y a des religieux qui font la loi un peu partout. Et elle raconte l'épisode suivant qui fait bien comprendre, je pense, ce que veut dire Nietzsche. Alors, c'est après son séjour en Autriche, elle va passer 3 ans en Autriche parce que c'est vraiment insupportable la vie en République islamique d'Iran.
tyran. Et là-bas, de retour à Téhéran. Bon, c'est une jeune fille émancipée en fait, et donc elle a encore plus de mal à se fondre dans la foule et à admettre l'autorité des intégristes. Et elle raconte la chose suivante. Un jour, elle court pour aller à sa leçon de gym. Elle court pour rattraper le bus dans Téhéran et elle rate le bus. Et là, elle entend des sifflets. Elle ne comprend pas que ce serait à elle. Et puis au bout d'un moment, elle se retourne, elle comprend, elle voit des barbus arriver, donc des gardiens de la Révolution, hein, c'est-à-dire des sortes de gardes religieux qui patrouillent dans la rue, qui vérifient que tout le monde fait bien tout comme il faut, quoi. Et donc les gardes religieux l'arrêtent, ils disent ma sœur, arrête, ce que tu fais, c'est affreux, arrête tout de suite, c'est horrible. Et alors elle se retourne, elle dit mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle est voilée de la tête aux pieds. Voilà, il n'y a pas un centimètre qui dépasse. Et les gardiens de la Révolution lui disent mais enfin, voyons, c'est immoral, c'est horrible, c'est abject ce que tu fais. Faut pas continuer, faut arrêter tout de suite. Mais quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regarde, voilà, il y a sous ton voile, on voit là, il y a des choses quand tu cours qui bougent. C'est immoral, c'est abject, c'est très mal. Et elle est furieuse et elle se retourne et elle leur dit eh bien vous n'avez qu'à arrêter de regarder mon trois petits points. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez le souci règlement, de régenter le corps des femmes, de faire des leçons de morale, etc., vient d'une obsession sexuelle très très mal refoulée, quoi. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas choqué de voir une femme courir quand on n'est pas complètement obsédé en fait par la chose. Hein. Il n'y a que des gens qui ne pensent, qui sont complètement frustrés et obsédés pour voir un crime moral quand une femme court. Hein, voilà. Et de façon générale, en fait, l'obsession pour régenter la vie des femmes et la sexualité féminine vient vraiment d'une profonde frustration. Hein. C'est ce que montre Satrapi dans son bouquin, mais enfin beaucoup de témoins aussi qui ont vécu dans des situations comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, les professeurs de vertu, comme dit Nietzsche, les maîtres de morale, font mine d'être offensés par ce qu'ils désirent le plus. Voilà, tout simplement. Hein. Nietzsche le montre en fait ce désir de domination à travers une analyse vraiment corrosive de l'impératif catégorique. Souvenez-vous, la première formule de l'impératif catégorique, c'est « agis toujours de façon que la maxime de ton action puisse aussi devenir une loi universelle. Hein ». Et Nietzsche dit « mais au fond, vouloir que la maxime de mon action particulière devienne un modèle pour tout le monde, voilà, c'est la définition de la domination. C'est-à-dire qu'en fait, ce que veut Kant, c'est devenir ce que veut l'homme moral, en fait, en général, c'est devenir le professeur, le maître, qui va dicter à tout le monde, à chacun, sa conduite. Hein. Et donc, les gens qui montent sans cesse sur leurs grands chevaux, qui font part de leur indignation à tout bout de champ, en fait, ce sont simplement des gens qui sont frustrés et qui aimeraient avoir un peu de pouvoir pour pouvoir dicter aux autres leur conduite. Voilà, je m'arrête là pour cette partie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et nous parlerons du petit 3 et nous approfondirons la thèse de la généalogie de la morale qu'on trouve chez Nietzsche. Voilà,